Bonjour, je suis Russell Ewan, puis je joue le rôle de Luck Fu, et vous écoutez le balado des dangereux. On sort de 2002, un film québécois peu fameux, puis on parle aux gens qui étaient dedans. On retourne en 2002, l'année où il y avait le Pepsi bleu, c'est le balado des dangereux. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à un autre épisode du podcast des dangereux, le balado des dangereux pour ne pas le nommer. Et là, moi, honnêtement, je pensais qu'au bout du deuxième épisode, on allait arrêter ce podcast-là parce que personne allait dire oui. Mais non, on est rendu au 5e épisode et j'ai la chance de recevoir le chef de la mafia chinoise des dangereux. Et j'ai nommé Monsieur Russell Ewan. Bonjour. Ah, bonjour! Non, excuse-moi, je parle pas comme ça. Wow! Ça va bien? Oui, ça va super bien, toi? Ah! Ouais, Très bien. Moi, j'ai besoin de savoir, quand je t'ai écrit, comment tu as réagi par rapport à ça d'apprendre que quelqu'un faisait un podcast sur un des plus mauvais films de l'histoire du cinéma québécois? Honnêtement, en premier, je pensais que c'est comme quelqu'un qui fait un joke. Tu sais, parce que souvent, je reçois des choses sur Facebook ou Messenger, les affaires comme ça, puis le monde demande si je peux signer un autographe. Oui. Si il peut avoir une photo de moi signée, ou s'il envoie quelque chose, si je peux le signer. Puis, en tout cas, je pensais que c'était quelque chose comme ça. OK. Mais, fur et à mesure, j'ai vu... Ah non, le gars, il est vraiment sérieux. Il veut vraiment faire un podcast sur les dangereux. Pourquoi? Puis, OK, on va voir. OK. Puis là, toi, tu me dis que t'en as parlé à ta femme et genre, il a fallu que tu lui montres un extrait pour être sûr que c'était bel et bien vrai parce qu'elle y croyait pas, elle non plus. Non, gros. Mais, honnêtement... tu sais, moi, comme on a parlé juste avant, oui. Moi, dans ce temps-là, j'étais parti de le 3 plus gros flops historiquement au Canada. OK. Je suis dans à peu près le même temps, j'ai fait Pluto Nash, qui était... en tout cas, c'était... Oh, oui, c'est à oublier. Oui. Battlefield Earth. OK. Puis aussi, bien sûr, Les Dangereux. Tout dans à peu près la même année. OK. Donc, oui, ma femme non plus, elle dit, mais qui veut faire ça? Et pourquoi? Ben, puis j'ai expliqué, puis on a fait un petit peu de recherche sur Google, puis les affaires comme ça, puis on a vu, non, il y a du monde qui aime ce film-là parce que c'était tellement mauvais que le monde, il aime ça. Puis il y en a un qui n'a pas décroché, c'est-à-dire moi. Allô? Donc, on va commencer le podcast super simplement. Avant les dangereux, Russell Ewan, il faisait quoi? Oh bon, ça c'est quoi, 2001? Donc 2001-2002. OK. Tu sais, moi, si on commence, tu sais, moi, j'étais supposé d'être un médecin. Okay. Comme un bon Chinois. Tu sais, OK, wow. Soit un comptable, un médecin, quelque chose avec un diplôme. Le cliché. Oui, le cliché. Parfait. Comme le restant de ma famille. Ils sont tous les médecins, les professeurs. Mais j'ai pris un cours. J'essaie de trouver un cours stupide, banal et quelque chose qui ça va être vraiment facile à faire. Donc, j'ai dit, je vais prendre un petit cours de acting. OK. Juste comme ça, ça va être facile. Oui. J'ai pris ce cours-là, puis j'ai débarqué d'être un médecin. J'ai laissé tomber tous les cours, puis j'ai rentré dedans comme il faut. Donc, j'ai fait l'école traditionnelle de théâtre. Ça veut dire qu'on a fait les études de Shakespeare et Molière, très classiques. OK. Tout de suite après ça, j'ai commencé mon carrière, heureusement, en français. Je suis un anglophone, comme tu peux savoir avec l'accent. Très subtil, très subtil. Oui, mais ça, c'est la raison que chaque fois que je travaille en français, je parle comme ça, avec un petit accent chinois, pour cacher le fait que je suis un anglophone. OK. Ah, mon Dieu, c'est vrai. Oui, quand tu parles comme ça, non. Puis aussi, quelque chose qui est vraiment fun, c'est que je peux faire les erreurs de conjugation de verbes, puis personne ne dit quelque chose parce que je suis un Asiatique. Donc, c'est pas... tout le début est super raciste et cliché. J'adore. Ouais. Donc, tout de suite après ça, j'ai fait un couple de téléséries en français. Oui. Puis,
finalement, j'ai fait beaucoup de films, on peut dire, classe B. Tu sais, en français, c'était pas vraiment des... Je savais que... Ça, c'est des types de films que tu vois à 2 heures le matin, qu'une compagnie de câble va mettre juste pour remplir le temps, tu sais. Ouais. Puis, finalement... Après une couple de téléséries comme Diva, j'ai fait Diva, je ne sais pas si tu te souviens de ça. J'adorais cette série-là. Oui, j'étais Kevin, le méchant qui a dormi avec une autre fille chaque épisode. Puis j'ai dit, OK, maintenant, j'ai la chance de jouer un bon rôle dans un long métrage. Mon carrière au Québec, ça commence! Ça fait que pour toi, dans ta tête, c'était comme... c'était comme un gros rôle, là. Ben oui, parce que, tu sais, il faut que tu penses que ça fait des années, mais moi, quand je commençais, il n'y avait pas de rôle pour les Asiatiques qui parlent. Tu sais, chaque fois que tu vois un Asiatique, normalement, sur la télévision ou sur le film, tu sais, il fait les arts martiaux, il parle pas beaucoup, c'est normalement un assassin ou quelque chose comme ça. J'ai fait, pour le premier 8 à 10 ans de mon carrière, même que j'ai fini avec un diplôme en théâtre classique, pour le premier 8 à 10 ans, tout ce que j'ai fait, c'est les films d'action et des cascades. Donc, quand j'ai eu la chance de faire Les Dangereux, je dis, finalement, tu sais, j'ai fait les téléséries francophones, je commence de... Tu sais, j'étais sur un journal français en avant. J'ai dit, ça commence, là, mon carrière commence. Puis, j'ai fait l'audition pour Les Dangereux. Louis a dit, non, on veut que tu joues le méchant, une des méchants dans Les Dangereux. Puis j'étais là, oui, ça commence. Puis, dans le temps, le carrière de Véro commence de vraiment... Oui, à lever avec la fureur. Ouais. Avec la fureur, puis aussi Stéphane, tu sais. Stéphane, puis tout le monde connaît déjà Didier, puis Guy, en tout cas, puis bien sûr Marc. Donc, j'ai dit, ça commence. Mon carrière. Oui, c'est ça. Mais toi, est-ce que tu avais auditionné à la base pour être un méchant ou tu avais auditionné pour quelqu'un d'autre? Non, tout de suite, je pense, si je me souviens, mais surtout à mon âge, c'est difficile de se souvenir. Si je me souviens, non, j'ai fait l'audition pour ce rôle-là. Parce que aussi, dans le temps, j'étais connu comme le méchant asiatique. Le méchant de service, le méchant asiatique de service. Oui, toujours. Même, je me souviens pas si on a fait Jack Carter avant ou après ça, mais aussi dans Jack Carter, j'ai joué encore le méchant asiatique mafioso. Ouais. Donc, j'étais un peu connu comme ça. Donc, bien sûr, Louis, quand il a cherché quelqu'un asiatique qui peut jouer méchant, j'étais une des premières personnes qui était appelée. J'ai fait de l'audition, puis j'ai eu le rôle. Est-ce que ça t'a surpris qu'on ait un chef de la mafia chinoise dans un film québécois? Oui et non. Oui et non? Oui et non, parce qu'il ne faut pas oublier le temps que c'était fait. Dans ce temps-là, il y avait, tu sais, l'exotisme de la personne asiatique, ça commence au Québec. Tu te souviens, le monde commence à adopter les enfants chinois dans le temps aussi. Oui. Ça commence à être très populaire. Puis les Québécois, ils ont toujours adoré les autres cultures. Donc, puis aussi, à cause que j'ai joué tellement de rôles déjà dans les téléséries méchantes, j'ai dit, oh non, j'étais pas tellement... C'était pas une chose surprenante pour moi, non. OK. Donc là, tu as le rôle. Et là, toi, dans le fond, ton tournage a commencé comment? C'était quoi la première scène que tu as tournée? Est-ce que tu t'en souviens? Là, je sais, je fais appel à ta vieille mémoire. Oh my God, il y a des cellules, je suis en train de brûler des cellules dans ma tête. Si je me souviens, là... Oui. Je pense une des journées qu'on a... Une des premières journées de tournage, c'est quand on était au... la dernière scène de la film, je pense. OK, le spectacle. Le spectacle. Je pense que c'est une des premières choses que j'ai tournées. Puis, oui, je t'ai mis dans le coffre, là, le trunk, tu sais. Il m'a mis dans une boîte à un moment donné. Oui. Puis, je pense que c'est la première scène que j'ai faite pour eux autres. Pour avoir parlé aux autres, il paraît que c'était une scène qui était très longue à tourner parce qu'il y avait beaucoup de dénouements, puis ça a comme duré vraiment longtemps, cette scène-là. Puis pourtant, elle est pas si longue que ça dans le film. Ça a duré genre 3-4 jours, non, je pense. C'était une question de timing. Ouais. Parce que faut que, tu sais, il faut que
tout le monde soit dans la bonne place, dans le bon temps, puis il faut que ça soit croyable aussi. Oui, c'est ça. Donc oui, on a fait... justement, à un moment donné, ils ont dit, OK, on va mettre Russell dans le boîte, là. Ouais. Puis après, je t'ai mis dans la boîte. Je pense que pour un jour complet, j'étais dans la foule en train de regarder eux autres, en train de tourner d'autres choses parce que j'étais dans la boîte encore. OK. Mais non, c'était une longue... Cette scène-là était longue parce que le timing, il faut que ça soit... même pour faire bouger la boîte, ils ne savaient pas... Comment est-ce qu'on va bouger? Est-ce qu'on prend le risque? On va mettre Russ dans la boîte, puis on lève, puis on fait le bouger. Oh non, c'est trop risquant. On va essayer à terre. Non, ça ne fonctionne pas. Donc, même juste pour ça, pour faire bouger la boîte, ils ont fait beaucoup d'essais. Ouais. Puis aussi, tu as tourné, selon moi, une des plus belles scènes du film, c'est-à-dire la scène où, dans le restaurant chinois avec toutes les guns, les tirs de fusil. Oui. C'était hallucinant. Est-ce que tu peux me parler de ça un peu? Mais encore, tu sais... jusqu'à ce temps-là, j'ai déjà fait beaucoup de films américains. Donc, j'ai eu beaucoup... comme je viens de dire que j'ai fait beaucoup de films d'action, puis de films d'arts martiaux. Puis, à un moment donné, ils ont dit... on commence à parler de cette scène-là, puis comment ça va passer. Puis, bien sûr, le coordinateur de cascade est là, puis tout le monde. Puis, il dit, OK, Louis était là, mais c'est qui le double pour Russ? Ah, il savait pas que t'étais cascadeur. Puis Louis, non, il dit, non, on n'a pas besoin d'une double pour Russ. Russ va faire son propre cascade. Puis Louis, quoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que il y avait des choses qui a passé sur le plateau. Je me souviens pas chronologiquement qu'est-ce qui a passé, mais tu sais que Véro était en scène. Oui. Stéphane avec son fameuse fesse. Oui, l'accident de la fesse. Oui. Donc, il y avait des choses qui ont déjà passé mais Louis, il s'inquiète pendant toute cette scène-là. Il avait peur que d'autres choses arrivent, là. Puis aussi, surtout, sur moi, parce que, tu sais, à cause que j'avais une tête rasée, il n'y avait pas beaucoup de place pour cacher si j'étais blessé. Ouais. Mais non, heureusement, parce que à cause de mes expériences de films d'action, je connais tout le monde déjà, tu sais, tous les effets spéciaux, les cascadeurs, le coordinateur de cascade, tout le monde... on se connaît déjà. Donc, pour moi, c'était... cette scène-là, c'était vraiment juste... les scènes comme ça, c'est toujours fun de tourner parce que c'est comme t'es un enfant encore, puis tu joues dans la cour en arrière avec tes amis, sauf que les explosions sont vraiment là. C'est ça. C'est fou, là. Oui, mais c'est comme c'est encore comme... tu sais, la vie d'un comédien, c'est comme la vie... d'un enfant, sauf que tu es payé pour faire qu'est-ce que tu as fait quand tu étais un enfant. Quand tu étais jeune, c'est vraiment bien dit. Je me posais la question, vu que tu as fait plateau américain, plateau canadien, quand tu as assisté à ce plateau-là, parce qu'on en parlait comme étant genre une comédie à l'Hollywood, est-ce que toi, tu sentais ça lorsque tu étais sur le plateau de tournage, que ça ressemblait à ce que toi, tu avais déjà vécu à Hollywood ou non? Mais tu sais, il faut pas oublier que la comédie francophone, surtout québécois, le goût est complètement différent que la comédie anglophone. Oui, c'est deux choses complètement différentes. Mais c'est différent dans quel sens, mettons, pour les auditeurs qui ne voient pas l'image? Si on regarde, j'ai fait le film Corner Gas. Corner Gas, c'était une télésérie très connue dans le côté anglophone. Puis finalement, j'ai fait le film. Puis eux autres, la comédie dans Corner Gas est vraiment sarcastique. Un petit peu noir, mais toutes les jokes sont pas... il faut que tu penses deux fois pour « Ah, c'était un joke ». T'sais? Mais ici au Québec, les jokes, c'est souvent plus physique. Puis quand tu dis le joke est vraiment « Hein? T'as eu? » c'est ça. OK, fait que genre, t'attends pour le rire. Oui. C'est ça. Au Québec, t'attends pour le rire, tandis qu'aux États-Unis, tu laisses pas le silence pour laisser rire. Non, pas nécessairement. Mais c'est juste deux styles différents, vraiment. Les deux sont drôles. C'est juste qu'il faut t'adapter pour un à l'autre. Donc, pour moi, quand je suis arrivé sur le plateau, j'avais pas beaucoup d'expérience dans l'humour québécois. Tu sais, je regarde les émissions, tout ça, là, mais j'ai jamais joué dans un film de comédie. Avant ça, j'ai toujours joué des rôles méchants. De méchants, Donc, puis je savais que Stéphane était
même dans le temps, il commence, son statut comme comédien, ça commence à grandir déjà, tu sais, puis il est connu. Donc moi, je suis là, Rousseau est là, Véro est vraiment drôle sur le fureux, donc ça devrait être bon. Puis est-ce que l'ambiance sur le plateau de tournage, est-ce que vous doutiez que le film allait être reçu de façon terrible par les critiques, ou t'avais jamais eu ce feeling-là? Souvent sur un film, t'as le sentiment, le feeling, si le film va être incroyable, si le film va être vraiment pogner les critiques, tu sais, ça va tirer les critiques, ils vont adorer ça. Avec La Balade des Dangereux, même pas moitié dans le film, il y avait beaucoup de nous autres qui tu sais, on tourne vers un et l'autre, puis on dit « Oh, ça va être un flop ». Ah oui? Oui, parce qu'il y avait des moments que... on avait des espoirs. Bien sûr, tu as toujours des espoirs que... Ah non. Tu sais, je me trompe. Mes instincts, mes instincts sont complètement mauvais. Mais il y avait une couple de fois que j'ai honnêtement pensé... Ah, c'est... tu sais... il y avait des scènes qui étaient supposées d'être drôles, mais t'es là, est-ce que c'était drôle ou... Donc, j'avais souvent oui, peut-être 3/4... Après que j'ai fini 3/4 de mes scènes, j'étais là en train de penser, je ne sais pas s'il va être vraiment un bon film ou non. Est-ce que tu peux me donner un exemple? Parce que tu me disais, il y a des scènes que tu étais comme, je suis pas sûr si c'est drôle ou non. Tu sais, la scène que je mets le visage dans le wok. Oui, de François Chénier. François, oui. Nous, on était là, puis on voulait que ce soit agressif, on voulait que ce soit drôle, puis on voulait qu'il ait l'air brûlé, mais en même temps, on voulait pas que ça soit dégueulasse. OK. T'sais? Donc, c'est une ligne qu'il faut que tu trouves. Donc, on a essayé de trouver les façons. Comme, garde, quand j'ai pris l'homard, pas l'homard, la pieuvre, je pense. La pieuvre, oui. J'ai pris la pieuvre, puis juste dans la répétition, je l'ai essayé. Puis on dit, c'était drôle. OK. Mais quand je vois le film, j'étais là, c'était pas si drôle que ça, la pieuvre. Tu sais, j'ai dit, il y avait... Tu sais, on a essayé de trouver toujours quelque chose qui est drôle et peut être violent en même temps. Ouais. Tu sais, comme je mets sa tête dans le wok, puis moi, je regarde Albert, puis on rit ensemble, on fait des choses comme... On a essayé de trouver les façons d'être violent et humoristique en même temps. Mais cette scène-là, quand j'ai regardé après, j'ai dit, c'était pas tellement drôle pour moi. Puis, dans Les Dangereux, tous les méchants travaillent en paire. Toi, tu étais avec Albert Cohen. Oui. C'était comment l'expérience avec lui? Parce que lui, j'y ai parlé, puis il me dit que c'était son premier rôle parlé. Il l'a forcé parce qu'il était supposé rien dire, mais il avait entendu parler que si, dans le fond, il disait un mot, il allait être payé dans une autre strate. Oui. Il a dit « Hey », et ça a été son premier rôle parlé. Oui. Ça, c'est très drôle. Mais c'était comment, avec lui, l'ambiance sur le plateau de tournage? Souvent, on a travaillé ensemble, moi puis Albert, puis même, on fait les auditions un contre l'autre. Oui? Oui, parce que tu peux pas avoir autant de méchantes asiatiques, tu sais. Il faut te choisir. Donc, est-ce que tu veux quelqu'un comme Albert ou quelqu'un comme moi? Donc, moi, j'ai déjà eu beaucoup d'expérience, mais Albert, là, il est rentré comme un pro, mais lui, là, il était vraiment... C'est un gars vraiment intelligent. Ouais. Parce qu'il savait c'était où ses limites. Donc, mettons, si on commence de faire du blocking pour une scène, tu sais, lui, il va suivre ses instincts parce qu'il y avait déjà l'expérience de théâtre. OK. Mais il était smart parce que il savait que j'ai déjà fait les téléséries, donc il me demande des questions. Est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que je devrais... Puis je me souviens, quand il a dit le mot, j'ai dit, il faut que tu dises quelque chose. Il dit, mais si je dis que j'ai un rôle silence, un rôle muet. J'ai dit, mais c'est naturel que tu vas dire quelque chose ici. J'ai dit, fais-le. S'il n'aime pas, s'il veut pas, il va enlever. C'est tout. Fait que c'est toi qui as suggéré de dire quelque chose. C'est nous deux. OK, conjointement, Lui, il a pensé que ça va être mal vu. Mais j'ai dit non, essaye-le. Parce que tu sais pas, s'il aime pas,
le son va enlever. S'il aime, Ouais, il va garder. l'enlever. Donc, il dit, t'as rien à perdre. Puis, tantôt, tu as dit un méchant comme Albert ou comme moi. C'est quoi la différence, un méchant comme Albert? ça me fait rire. Je savais pas qu'il y a des strates de méchants Ah oui. asiatiques. Il y a toutes sortes C'est quoi la différence entre les deux? Ben, regarde, souvent, moi, je vais jouer un gars qui est très riche. Une méchante qui est très riche. OK. Qui a... regarde, un bon exemple, c'est dans Jack Carter. Oui. Dans Jack Carter, j'ai joué un méchant très riche, toujours habillé en cuir. Il y avait le luxe, les filles partout. Ça, c'est des rôles que moi, je poigne souvent comme un méchant. Ouais. Souvent, Albert, c'est le gars de la rue. C'est le méchant, tu sais, qui va tuer quelqu'un direct. Moi, je vais te donner la commande pour tuer quelqu'un. Albert, c'est le gars qui va tuer quelqu'un ou qui va menacer quelqu'un. Parce qu'il y a cette capacité physiquement et comme comédien d'être vraiment croyable comme un enforcer, on dit en anglais. Ouais, mais moi, je suis... à cause que... Qu'est-ce que j'ai l'air, je pense? C'est pas... Quand je suis une méchante, souvent, il faut que je suis la méchante qui aime son travail. OK. Fait que toi, t'es le gars qui prend plaisir à voir les autres exécuter les commandes. Oui. Fait que dans le fond, c'était de mise que Brad, ben, dans le fond, Albert soit le bouncer. Oui. C'était son bras droit. Exactement. Ah, c'est carré. Est-ce que vous avez auditionné en même temps pour Les Dangereux pour le même rôle ou pas du tout? C'était vraiment clair qu'il voulait quelqu'un de ta stature. Je me souviens pas. Ah, tu te souviens pas? OK. Honnêtement, je me souviens pas. Parce que honnêtement, tu sais, dans une semaine, je peux faire facilement entre 3 et 5 auditions par semaine. Oh, quand même. Donc... Même à l'époque des Dangereux? Dans l'époque de Les Dangereux, je faisais peut-être... Ça, c'est avant Toronto, donc je faisais peut-être 5 auditions par mois. 4 à 5 par mois. OK. Mais... oui, maintenant, je fais beaucoup plus parce que je suis rendu... parce que je suis entre les deux villes de Montréal et Toronto maintenant. OK. Et c'est quoi ton plus beau moment sur le plateau des Dangereux? Est-ce qu'il y en a un? Oh, il y a plusieurs. Je pense une des probablement, elle ne se souvient pas de ça. Mais c'était tellement drôle dans le temps. Parce que moi puis Véro, on n'avait jamais des scènes ensemble. OK. Donc, elle savait pas j'étais qui, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Elle pensait que j'étais peut-être un des méchantes, un des figurants. Elle savait pas. OK. Puis la première fois que on se voit, ça sort de sa bouche. « Oh mon Dieu, tu parles bien! » Puis le visage qu'elle avait, le look de sa visage était là, oh my God, qu'est-ce que je viens de dire? Oh mon Dieu, c'est bon ça! Elle a dit, non, je suis enceinte, mes hormones sont partout, excuse-moi. Puis c'était vraiment un moment drôle, sympathique. Et après ça, on a commencé à parler un petit peu ensemble. Puis l'autre moment, j'ai trouvé ça vraiment sympathique et cute en même temps, c'est que moi, j'attends que je fais un scène, puis Stéphane est en train de finir une scène. OK. Puis il sort de la plateau, puis il vient vers moi, puis il dit c'était drôle? Je dis, voyons. OK, il voulait valider que ce soit drôle. Tu me demandes à moi si toi, t'es drôle, un des gars plus drôles que j'ai jamais revu dans ma vie. Ah, c'est bon, ça. Oui, puis j'ai trouvé ça... Parce que, tu sais, dans le temps, j'étais vraiment petit dans le monde des comédiens québécois. Ouais. Tu sais, j'étais pas connu encore, même encore maintenant, je suis pas connu, mais... mais d'avoir eux autres de parler avec moi comme n'importe qui ou comme un ami, ça me faisait du bien. Parce que là, j'ai réalisé que le monde dans le cinéma québécois sont exactement comme le monde dans le théâtre québécois. C'est-à-dire? Friendly, ouvert, puis c'est surtout pas comme
les Américaines, je peux dire ça parce qu'il va jamais entendre ça. Parce que eux autres, tu sais, souvent, quand je fais des films américains, dans mon contrat, il dit, tu peux pas parler avec cette personne-là. Oh my God. Tu peux pas regarder cette personne dans les yeux. OK, mon Dieu, c'est bien intense. Oui, oui, mais souvent, tu as ça sur le contrat. Mais ici, une des raisons que j'adore jouer au Québec puis de travailler au Québec, c'est parce que chaque fois qu'on fait quelque chose, tout le monde sont égaux sur le plateau. Puis, ouais. j'ai toujours pris cette expérience-là, puis j'ai toujours emmené ça avec moi. Regarde, je viens de finir de tourner 2 films en série. On dit ça, on dit du block shooting. Donc, ça veut dire qu'on a tourné les 2 films en même temps pour sauver l'argent. OK. Donc, tout ce qui a passé, mettons, dans un resto pour les 2 films, on a tourné toutes les scènes dans le resto en même temps. OK. Puis, ça s'appelle The Rising Sun. Puis moi, je suis Danson. Donc, les 3 films, ouais. c'est tout sur mon caractère. Mais j'ai emmené mon expérience de Les Dangereux et mes expériences comme comédien ici au Québec sur ce plateau-là. Puis on a tourné ça à Toronto, à North Bay. Parce que j'ai dit, ben, si on devrait toujours être comme ça, tous les comédiens devraient être toujours égaux. Même si tu dis un mot, aucun mot, ou t'es le rôle principal. Tout le monde devrait être toujours égal. Ouais. Donc, j'ai emmené ça sur l'autre plateau, puis tout le monde, à la fin de la tournage, tout le monde ils ont dit « Oh my God, c'était une expérience magnifique, j'ai jamais eu, tellement fun, puis tout le monde est égal. » Puis j'ai dit à eux autres, c'est parce que je viens du Québec. Parce que le théâtre, puis les films, puis la télévision ici au Québec, quand tu rentres sur le plateau, c'est très rare que tu vas rencontrer quelqu'un qui est vraiment snob ou qui veut pas parler avec toi. Ouais. Ou c'est jamais écrit dans mes contrats québécois que je peux pas parler avec so-and-so, là, tu sais. Ah, mon Dieu, OK. Puis c'est vrai, dans le fond, dans les cinémas américains, ça doit arriver souvent. Oh, oui, oui. J'étais presque mis dehors d'un plateau une fois. Oh. Parce que, je mentionne pas de nom parce que j'ai pas le droit, mais j'ai fait un joke sur le plateau parce que pour moi... C'est naturel. C'est naturel, puis tu devrais avoir le fun quand tu travailles. Ouais. Tu sais? Parce que, tu sais, en théâtre, on dit on joue. Ouais. Donc, j'ai fait un petit joke, puis le producteur, il m'a mis à côté, puis il dit « Oublie pas le contrat que tu as signé, là. Oh c'est juste le comédien principal qui veut dire des jokes. Prochaine fois, il faut que je te mette dehors. » Ah, boy. J'étais « Oh, OK. Oui, je savais pas. OK. » Donc, tu as les situations souvent comme ça. Oh my God, c'est assez intense. Est-ce que tu as d'autres anecdotes sur les dangereux qui te viennent en tête avant qu'on passe à un autre sujet? Ou... Oui, attends. Chaque fois que... oui. Je savais pas au début que Véro était enceinte. OK. Puis chaque fois qu'elle était attachée, je savais pas ça, mais elle a pas aimé ça du tout. Donc, chaque fois qu'elle était attachée avec... Puis elle passe tellement de scènes attachées qu'elle n'a pas aimé ça. Donc, la scène de le cancer, là, il y avait un moment que... je me souviens pas qui a dit ça. Il dit, mais peut-être on devrait comme attacher les bras de Véro encore, comme on va le prendre avec nous. Puis elle était là, non. Parce que ce que tu sais peut-être pas, je l'ai appris en enregistrant l'épisode avec Véro, elle aurait pu perdre son enfant. Oui. À cause de l'intensité du plateau, là. Oui. Parce que c'était vraiment un temps intense pour elle, parce que c'était le premier film, tu sais, le gros film qu'elle fait, puis... non, on ne savait pas. Elle a gardé ça comme très bon secret pour très longtemps. Ah oui? Oui. Oh my God. Quelle anecdote. Ça me fait capoter, ça, l'affaire du ligotage. Bref. Dans le fond, là, le film est terminé de tourner. Est-ce que toi, avant la première, est-ce que tu as vu un rush du film, une ébauche, ou t'as participé à un visionnement, ou tu as seulement vu le film nous, quand il est sorti? Comme tout le monde, on a eu un visionnement d'équipe. OK.
Donc, j'étais allé à la visionnement d'équipe. Puis, encore, comme je pense que Véro a dit ça, c'est jamais pareil quand tu vois un film avec l'équipe qu'en public. Ouais. Mais il y avait des moments que j'ai trouvé que l'équipe, ils ont ri. Puis, j'ai dit, ça devrait être un inside joke parce que sur l'écran, on voit pas quelque chose qui est drôle. OK. Puis, il y avait des moments qui étaient supposés d'être drôles dans le film. Puis, Ouais. l'équipe, il rit pas. J'ai dit, c'est probablement parce que il connaît le joke déjà. Tu sais? OK. Parce que, oublie pas que moi, j'étais pas là pour beaucoup. J'étais là juste au début puis à la fin de le tournage. Donc, il y avait une grosse bout que j'ai manqué. Tu sais? Ouais, c'est ça. Donc, je pensais, ça devrait être quelque chose à l'intérieur, inside joke, là, ça fait comme ça. Mais moi, j'avais déjà pas des doutes, j'avais beaucoup d'espoir pour le film quand même. Ouais. Parce que j'ai dit, mais, tu sais, le monde dans le film sont très connus, il y a un fanbase incroyable, Marc Messier, tout le monde, ça devrait fonctionner. Ouais. Jusqu'au temps que j'ai vu, il y avait un autre film qui sort à la même temps. Puis, c'était quoi? C'était Un homme et son péché? C'est ça? Sirène ou... Non. Un film québécois? Parce Un que film québécois. Il y a un film de Noël qui est sorti. Je me souviens pas, mais il y avait un film qui sort exactement le même temps. Ben c'est ça, je pense que c'était Un homme et son péché, Séraphin. Oui, Séraphin. Oui, Séraphin. Avec Pierre Lebeau aussi. Oui, avec Pierre Lebeau aussi. J'adore jouer avec lui. Puis, j'ai dit, il sort en même temps. Mais c'est deux films complètement différents. Peut-être ça fonctionne quand même. Donc, quand j'ai vu ça avec le crew, encore, il y avait beaucoup de monde qui me connaît pas. Donc, j'ai vu le visionnement, puis j'ai sorti. OK. Je suis pas parlé avec beaucoup de monde après. Puis, est-ce que tu t'es dit, je suis pas sûr. Tu sais, t'es. Ou encore une fois, comme tu disais, t'avais espoir encore que ce soit bon à cause des vedettes. Moi, j'avais l'espoir, puis aussi parce que, tu sais, des fois, il parle tellement vite que j'ai dit, comme un anglophone, probablement j'ai manqué le joke. OK. Ou j'ai manqué un bout. Ou j'ai pas compris quelque chose. Donc, j'ai dit, c'est moi, la tête carrée qui a manqué. Ouais. Donc, j'avais encore l'espoir, mais j'avais aussi un doute parce que, tu sais, quand tu regardes un film dans un cinéma, puis t'es là, puis tu dis, en place que le film, comme, ça commence, puis soudainement, ça finit, puis t'es là, voyons donc, déjà fini. Avec Les Dangereux, j'étais là, c'était un peu long, ça. Donc, c'est là que j'ai eu un petit doute, mais j'avais encore l'espoir. Quand j'ai sorti de là, dans ma tête, avec toutes les vedettes, ça devrait fonctionner. OK. Et là, la première arrive. Est-ce que toi, t'étais à la première ou pas du tout? À la Place des Arts? À la Place des Arts. Je pense que j'étais là. OK. Je me souviens pas. Tu te souviens pas? Ton cerveau a comme effacé ce moment-là? Il y avait... Je ne sais pas si c'est à cause de l'âge ou à cause que j'ai, comme plusieurs monde, bloqué cette chose-là. Mais je me souviens quand même que j'avais beaucoup de demandes de faire les interviews en anglais. OK. Originalement. Ouais. Parce que j'étais une des seules personnes qui est vraiment anglophone qui a fait ce film-là. Mais je me souviens que... Je me souviens mais toutes mes interviews étaient annulées. Oh my God! OK. Puis dans le temps, j'ai dit, peut-être parce que je suis pas assez connu. Je me souviens, j'avais au moins 3 à 5 interviews à faire pour cette film-là. Mais ils étaient toutes annulés, puis je savais pas pourquoi. Mais après, j'ai aperçu, mon agent, elle a dit que c'était à cause de les critiques puis les reviews étaient tellement mauvais déjà qu'il ne voulait pas que d'autres monde parle de ça dans les interviews. Donc, il m'a enlevé de là. Justement, les interviews, les critiques sortent. Comment toi, tu prends ça chez toi à lire ça? J'étais triste. J'étais triste. J'étais pas fâché, rien comme ça. J'étais vraiment triste parce que je sais que il y avait beaucoup... Le monde, ils ont pris beaucoup de chance sur cette film-là. Je donne un exemple. Oui.
jusqu'à ce temps-là, chaque fois que je travaille en français, comme j'ai dit, j'ajoute toujours un immense accent asiatique là-dessus. Oui. Louis, il a dit, j'ai dit, est-ce qu'il faut que je fasse un accent, Louis? Il dit, écoute, t'as un accent anglophone, mais il dit, fais comme tu veux. J'étais, voyons, première fois qu'un réalisateur dit à moi, fais comme je veux. Ah, ça, c'est cool. Oui, il dit, si t'es plus confortable d'ajouter un peu de rythme asiatique, il dit, vas-y. J'étais là, ben, je vais faire ça, au moins pour cacher mes erreurs. OK. Donc, il y avait, de prendre une chance. La première fois de ma vie que je travaille dans le domaine québécois, sans un accent chinois, pour moi, c'était un immense plaisir. Encore, il a pris une chance avec moi. Ben, je trouve que ce film-là a pris beaucoup de chance. Parce que des comédies comme ça, noires, avec de la comédie, puis beaucoup de scènes assez intenses graphiquement, on l'avait pas nécessairement vu. Non, pas du tout. Surtout avec, tu sais, l'action était immense. Oui. Les cascades étaient immenses. Tu sais, quand ils ont sauté le van. Oui, à Oka, à la plage, la marina d'Oka. Oui, ben je connais très bien cette pauvre cascade. Il a vraiment blessé le dos sur... Oui, ben je l'ai lu, puis c'est pas sorti au Québec, c'est sorti dans les journaux exactement, anglophones. Oui. Oui, il s'est cassé 2 vertèbres. Oui. Puis il a failli terminer sa carrière. Oui, mais il continue quand même. OK. Comme plusieurs cascades, comme ma femme. Oui. Mais ils ont pris beaucoup de chance, le budget, l'action, l'histoire, c'était tout vraiment différent que nous, les Québécois, on a l'habitude de voir. Donc, j'étais vraiment triste quand j'ai vu les critiques parce que, comme plusieurs films, je pense que il faut que avant que tu vois le film, il faut que tu sois prêt pour accepter le concept de la film. Oui. Tu sais, on regarde le Matrix, puis le monde, il faut que tu rentres avec une idée de science-fiction, on accepte tout pour rentrer dans le film. Oui, on accepte la convention de la science-fiction. Oui. Donc, même chose avec Les Dangereux. Je pensais que le monde va rentrer pour juste avoir le plaisir puis de rire un peu. Donc, j'étais déçu et triste quand j'ai vu les revues, c'est sûr. Puis aussi, j'avais peur aussi parce que je pensais qu'il va blâmer les inconnus asiatiques dans le film aussi. Ah, tu pensais qu'elle allait vous blâmer, toi et Albert? Oui, parce que, tu sais, on était les inconnus, le seul monde dans le film qui n'était pas connu. Ouais, c'est vrai quand même, quand on y pense. Oui, tout le monde. Quand tu regardes tout l'autre casting, là, tout le monde est connu. Oui. Sauf moi puis Albert. Donc, moi, je t'inquiète. J'ai dit, oh mon Dieu, est-ce que j'ai vraiment moffé ça, pas juste pour moi, mais pour tous les Asiatiques? Ouais, c'est ça. Mais en même temps, tu disais que le film osait aussi avec la diversité. Il y avait Didier Lucien, il y avait la mafia chinoise. Je pense que c'était la première fois qu'on en entendait parler. Ben oui. Tu sais, combien de fois est-ce que tu vois... c'est rare que tu vois, tu sais, un noir, un asiatique. Dans le temps, un noir et un asiatique dans un film avec tellement blanc. C'est rare. Encore aujourd'hui, ça, Ben oui. c'est rare, puis c'est encore surprenant. Moi, encore une fois, je trouve que ce film-là, puis c'est ça que je me tue à dire à tout le monde, a pris des risques un peu partout. Puis tantôt, tu parlais que c'était un gros budget. Est-ce que ça se sentait sur le plateau de tournage que c'était un gros budget, puis on mettait de la pression ou pas du tout? Non, Louis, il y avait toujours une manière... lui, c'est le type de réalisateur que... ils mettent pas de la pression sur les comédiens. OK. Ah, tu sais, il y avait un gros budget dans le temps pour un film québécois, c'est vrai. Oui, c'était le plus gros à l'époque. Oui. Oui. Ouais. Ça fait mal encore de dire ça. Mais sur le plateau, c'était quand même n'importe quel plateau. Ouais. Ils ont vraiment dépensé l'argent où c'était nécessaire. Tu sais, de prendre le temps de répéter une scène. Ouais. De prendre le temps que la fameuse scène dans le restaurant chinois fonctionne comme il faut. Ouais. Tu sais, ça sentit pas comme un film avec un immense budget. Ça vraiment sentir comme un film typiquement québécois, sauf que tu avais des moments de théâtre dedans. Ça veut dire que tu avais le temps de répéter. Ouais. Tu avais le temps de jouer ce plateau. Ah. Ouais. C'est drôle parce que t'es la première personne qui me dit ça. Il y en a plusieurs qui disaient que
de ceux que j'ai interviewés, puis de ce que j'ai lu aussi, que les acteurs n'étaient pas très bien dirigés. Non. Sur le plateau, qu'il manquait de direction d'artiste. Oui et non. Parce que j'ai eu la chance de travailler avec plusieurs réalisateurs. OK. Puis pour moi, lui, il voulait qu'on trouve nous-mêmes qu'est-ce qu'on devrait faire. OK. Puis ça, c'est la raison qu'ils ont laissé beaucoup de temps sur le plateau pour voir comment toi, tu penses que tu devrais faire ça. OK. Tu sais? Oui, souvent dans les réalisateurs pour les films long métrage, il y a une vision, ils essaient de mettre chaque personne dans la petite pochette de la vision, puis il faut qu'on roule vite. Mais peut-être c'est parce qu'ils ne savaient pas quoi dire, moi puis okay. Albert. Peut-être ils ne savaient pas comment ils voulaient qu'on soit méchant, soit raciste, mais ils me laissaient vraiment, moi et Albert, de juste trouver comment on veut le faire. OK. Tu sais? Je me souviens quand on a marché dans on rentre dans le resto, puis il y a une caméra qui me suit pendant que je marche, puis Albert, celle-là, c'était vraiment dirigé parce que, bien sûr, il veut qu'on soit dans le cadre, mais quand on a rentré, puis on a dans la cuisine, il nous vraiment laissé, il dit, on a besoin de la visage dans le wok, on a besoin de ça, mais le restant, il dit, essaye de jouer, trouver quelque chose. OK, fait t'as improvisé certains trucs, c'est tout ça, je comprends? J'ai pas improvisé les paroles, mais on a improvisé comment la scène déroule. OK. Oui. Ah, ça, c'est cool. Russell, il y a quelque chose qui me surprend quand je regarde la pochette du film Les Dangereux et même l'affiche. Toi et Albert, vous êtes pas là. Non, ça c'est une bonne question parce que moi non plus, j'ai questionné ça quand j'ai vu le post. Honnêtement, c'est parce que dans le temps, moi puis Albert, on était des inconnus. Tu sais, il y a personne qui veut nous voir dans la publicité. Je ne sais pas pourquoi, mais dans toutes les interviews, tous les articles, sur le côté francophone, on n'est jamais là. Mais je pense que c'est à cause qu'on a été inconnus. Mais sur le côté anglophone, j'ai eu beaucoup de demandes pour faire les interviews pour ce film-là. Mais bien sûr, comme j'ai dit déjà, que j'étais tiré de tout ça. Fait que dans le fond, es-tu content de ne pas être dessus ou t'es un peu déçu? Honnêtement. Là. Les deux. Les deux? Les deux. Parce qu'au début, j'étais déçu parce que quand j'ai vu le post et tout ça, là, j'ai dit « Ah, mais c'est dommage, je suis pas là. » Tu sais, j'étais fier d'avoir un rôle principal dans un film québécois. Après que les critiques y ont sorti, puis tout commence de vraiment aller mal, j'étais vraiment heureux d'être pas sur la pochette, ni le poster. Puis maintenant, présentement, j'ai retourné comme mon premier idée, là. J'aimerais être sur le poster puis le pochette parce que c'est un film historiquement tellement mal traité ou mal vu que j'aimerais avoir ce souvenir-là. Parce que malheureusement, j'étais dans les trailers pour Pluto Nash et Battlefield Earth. Donc pourquoi pas compléter le set avec un poster de Les Dangereux. Ah ouais. Non, mais non, honnêtement, c'est parce qu'on était des inconnus. Okay. Il y a personne qui... même que j'ai joué pour très longtemps dans les téléséries, il y a personne qui veut voir ma visage sur un poster. Puis on te l'a verbalisé ou c'est toi qui l'as senti que t'étais pas assez, légèrement guillemets, connu? Oh ben, ça c'est une question que tu demandes ton agent. Quand les posters puis les pochettes sortent, tu dis « Hey, je suis pas là-dessus. » Puis elle a juste... Tu sais, une des capacités des agents, c'est de trouver une réponse sans demander la question. Ouais, c'est ça. Puis elle a retourné, quand j'ai demandé ça dans le temps à mon agent Susan, qui malheureusement, ça fait 1 an qu'elle est décédée maintenant. OK. Elle a retourné puis elle a dit, oui, c'est parce que j'ai eu la réponse. J'ai dit, c'était pourquoi? Je pensais au début, c'est parce que j'étais vraiment mauvais dans le film. Non. Elle dit, non, c'est parce que t'es pas connu. J'étais, bon, je comprends. Ça, c'est mieux d'être pas connu que t'es pas là parce que t'as fait un vraiment job poche, là, tu sais. Donc, c'est... Oh, ouais.
Moi, j'ai entendu dire, et il y en a plusieurs qui ont dit ça, que une des raisons pourquoi les critiques ont été si, dans le fond, ont été si intenses sur le film, c'est parce que le film aurait bénéficié d'un gros chèque de Téléfilm Canada parce que, justement, Richard Goudreau avait du succès avec Boys 1, Boys 2, Boys 3. Et là, ils ont dit « Ah, c'est une enveloppe à la performance ». Et là, ça aurait frustré certaines critiques qui se sont dit « Peu importe le film que Richard Goudreau et Louis Saya vont sortir, on va rentrer dedans parce qu'on trouve ça injuste pour les petites productions québécoises qui n'ont pas eu beaucoup d'argent. » Est-ce que toi, tu crois à cette théorie-là? Moi, je ne sais pas parce que, honnêtement, comme je te l'avais dit, j'étais dans le temps, puis maintenant encore, je suis un peu à l'extérieur de toutes les personnes fameuses québécois. OK. Donc, je peux pas répondre. J'ai déjà entendu des rumeurs comme ça, mais honnêtement, je ne sais pas parce que j'étais pas assez connu ou assez dans le métier que le monde va me dire les affaires comme ça. Mais je savais que... je sais que les productions étaient vraiment inquiètes quand l'autre film sort en même temps que nous autres. Dans le fond, il n'était pas au courant que Séraphin allait sortir en même temps. Je pense qu'il n'était pas supposé. Il n'était pas supposé? Oui. Souvent, tu sais, quand les films sortent, surtout dans un petit domaine comme ça, là, tu veux pas qu'un film plante l'autre film. OK. Tu sais, on veut que les films soient des succès, surtout les films québécois, parce qu'il y a si peu de films québécois. Donc, tout ce qu'il m'a dit dans le temps, c'est que il était supposé de sortir un après l'autre, mais pas les deux en même temps. OK. Donc, c'est tout ce que moi, j'ai entendu. Puis, est-ce que tu penses que s'il était sorti à un autre moment, mettons plus l'été ou entre deux films québécois, ça aurait aidé le film? Je ne sais pas parce que c'est le type de film, comme tu sais, probablement toi, c'est le type de film que quand je parle avec du monde de ce film-là, tu sais, il dit « Ah, Russ, on ne savait pas, t'es dans les dangereux. » Puis il y a ceux qui disent « Pauvre toi, Russ. » Puis il y a l'autre qui dit « Oh my God, c'est un de mes films favoris. » Il y a soit tu l'aimes ou tu l'haïs. Ouais, c'est ça. Mais des fois, j'ai l'impression que les gens, tu leur dis « Les dangereux, le pire film de l'histoire du Québec. » Oui. Tu leur demandes « L'as-tu vu? » Ah non, mais les critiques ont dit ça. Oui. Puis quand je le présente à certains amis, ils font comme « Mais c'est vraiment pas si pire que ça. » Puis même moi, là, parce que avant que je fasse cette podcast avec toi, je l'ai regardé hier. Ah, c'est ça. Parce que j'ai dit, il faut que je me souvienne de toutes les bouts, parce que ça fait longtemps. Donc, j'étais là, voyons donc, c'est pas si pire que ça, là. C'est un film. Oui, il y a des moments que... Probablement, il y a des moments que tu peux l'enlever de la film pour que ça roule plus vite. Mais c'est pas pire. C'est pas un film si poche que ça. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai trouvé. Donc, pour répondre à ton question, moi, je pense souvent, le monde regarde une critique les commentaires de quelqu'un sur un film, puis il prend pas la chance de voir le film juste parce que les critiques ont dit c'est pas bon. Ouais. Donc, parce que regarde combien de fois que tu regardes les Oscars, puis il y a des films qui vont gagner un Oscar, mais ils ont planté dans le box-office. C'est parce que soit les critiques ou le monde, ils ont dit « Ah, ce film-là est pourri », mais quand même, il gagne un Oscar. Comment ça? C'est parce que je pense que souvent, le monde sont facilement influencés par les commentaires d'autres mondes. Puis tu me disais, avant qu'on commence le podcast, que tu étais, là je prends ton expression et je la mets entre guillemets, un pro des flops, OK? Parce que tu disais que dans la même année, t'avais fait Plutonage. Oui. Et t'avais fait aussi, c'était Battlefield Earth. Okay. Oui, avec John Travolta. Oui, je pense dans 1 ou 2 ans, j'ai fait les 3 plus gros flops canadiens historiquement, puis encore, je pense. Oui, Battlefield Earth, Pluto Nash et
Les Dangereux. Puis Pluto Nash, ça a vraiment été ramassé par la critique. Mais si on compare avec Les Dangereux, est-ce que tu penses que il y a... est-ce que c'est du calibre Pluto Nash ou pas tant que ça? Honnêtement, si je regarde les deux... Ouais. Oui, Pluto Nash, il y avait un immense budget pour les effets spéciaux. Il y avait les grosses vedettes, tout ça là-dedans. Mais je pense honnêtement que Les Dangereux étaient un peu plus haut que Pluto Nash. Ouais. Moi, je pense. Parce que j'ai pas non plus l'expérience comme comédien sur le plateau de Pluto Nash. Ah oui? Non. Mais j'ai adoré mon expérience sur le plateau de Les Dangereux. Mais en gros, là, si on fait ça brièvement, vu qu'on parle pas c'est pas un podcast sur Pluto Nash, qu'est-ce qui avait comme pas fonctionné? La vedette. Ah. Point. On arrête là, ok. Mais non, je pense, quand je regarde les deux films, si j'avais le choix, c'est sûr que je choisis Les Dangereux avant Pluto Nash. Parce que je trouve que Pluto Nash, t'es tellement perdu dans l'histoire dedans. Tu sais, il y avait des bouts qui n'ont aucun sens. Mais Les Dangereux, il y a toujours cette histoire dans le film. Ça avance toujours. Je préfère Les Dangereux plus que Pluto Nash. Puis d'après toi, ça aurait pris quoi aux Dangereux pour que ça fonctionne? Si je te pose la question honnêtement, en toute honnêteté, là. Je pense que c'est juste une question d'expérience. Parce que quand tu regardes Véro puis Steph, là, si eux autres, il y avait un petit peu plus de temps, soit en répétition ou juste le temps... Parce que si tu prends le même cast puis tu fais exactement le même film maintenant, ça va être 100% mieux. Ouais. Parce que Véro a beaucoup plus d'expérience. Steph, il a beaucoup plus d'expérience. Puis on peut tout emmener quelque chose de plus dedans. Moi, je pense que c'est pas une question de l'histoire ou rien comme ça. Je pense que c'est juste une question que même moi, là, j'ai joué un rôle qui était... Il n'y avait pas beaucoup de dimensions sur Lok Fu. Moi, il était méchant, c'est tout. Puis il parlait en genre de parabole, comme disait... oui, comme disait... Puis j'ai trouvé ça aussi, maintenant... J'ai trouvé ça... si je le refais, là, ouais. C'est sûr que j'enlève cette façon de parler. Je le mets de temps en temps, mais pas autant. Puis c'est sûr que je peux vraiment mettre beaucoup plus de dimension dans cette caractère-là. Ouais. Parce qu'il était toujours pareil. Puis je pense que ça va être... Si je pouvais faire le même rôle encore, je peux mettre les variations dans le caractère. Mais c'est ça aussi que les critiques aussi avaient reproché au film, c'était que les personnages étaient unidimensionnels. Exactement. C'est Lok Fu parle en parabole, oui. Didier Lucien parle de Tiger Woods tout oui. le temps, oui. Pierre Lebeau parle seulement d'animaux. Dans le fond, toi, ce que tu disais, c'est que si on avait été un peu plus loin dans les personnages, peut-être que ça aurait aidé le film. Oh, oui. C'est sûr. Avec... maintenant, parce que dans le temps, j'avais pas de courage ni l'expérience pour avoir le droit de dire « Est-ce que je peux dire ça comme ça? » Non, maintenant, c'est sûr que je vais dire est-ce qu'il y a une autre façon qu'on peut faire ça? Ou est-ce qu'on peut dire ça d'une autre façon? Oui, je pense c'est juste tout le monde en avait pas la direction ni l'expérience de mettre beaucoup de dimensions sur le caractère. Je pense que si tout le monde avait le temps et l'expérience de mettre beaucoup de dimensions sur tous les caractères, ça serait beaucoup plus qui était. C'est bien dit, ça. Maintenant, pour toi, Les Dangereux, ça représente quoi maintenant dans ta carrière? Pas grand-chose. Non, honnêtement, j'ai pensé que c'était un moment très triste pour moi. Parce que j'avais toujours des espoirs, puis encore l'espoir de travail ici au Québec. Parce que moi, j'étais élevé ici au Québec. Ma femme, mes enfants sont tous les Québécois.
Mais puis quand je faisais Les Dangereux, j'ai dit, OK, maintenant, je peux faire une carrière ici au Québec. Mais à cause que c'était tellement un flop, cette chance-là est partie pour moi. J'avais la chance peut-être d'être plus populaire ici au Québec. Mais honnêtement, j'étais juste capable de faire une vie comme comédien quand j'ai commencé de travailler en anglais à Toronto. Puis t'es pas le premier qui me dit ça. Albert me dit exactement la même chose, que c'est difficile de travailler au Québec, surtout au niveau de la diversité. Mais quand tu regardes l'émission, juste regarde les émissions sur la télévision, regarde les films. Ouais. Il dit, oui, on a un roi, là, on a ça. Tu sais, mais il y a si peu quand tu regardes la majorité des comédiens. Puis, souvent, je vais faire une audition pour un rôle qui est présent. Mais il me dit toujours, t'as un accent anglophone encore. Mais pour moi, ça représente la réalité ici à Montréal, puis au Québec, qu'on a tellement d'immigrants que tout le monde en a un petit peu d'accent, là. Oui, c'est vrai, mais moi, je pense que Québec manque une chance de faire la représentation de tout le monde au Québec. Ouais. Puis, pour moi, Les Dangereux, après Les Dangereux, j'ai vu que je n'étais pas capable de faire une vie ici comme comédien. Donc, ça fait 22 ans que j'ai un appartement à Toronto, puis ça fait 22 ans que je fais ma vie avec ça. Mais après Les Dangereux, tous mes espoirs, tous mes rêves de rester ici au Québec, ils ont parti. Mais aimerais-tu ça si on te proposait de quoi au Québec? Est-ce que t'aimerais ça? Ben oui, ben oui! Donc là, tu lances une bouée à la mer en ce moment. Là. C'est vrai? C'est vrai. Profite-en. Engage-moi. Non, mais c'est vrai parce que, regarde, j'ai encore... Ma femme est ici. Mes enfants sont ici. Mais je passe 90% de mon temps en faisant des auditions à Toronto. Ça ne dit pas que j'aime pas travailler à Toronto, j'aime pas le côté anglophone. Mais la grosse différence entre quand je travaille en anglais puis quand je travaille en français, c'est que quand tu travailles en français, c'est plus comme tu fais le théâtre. Puis c'est rare que la personne qui travaille ici au Québec, dans les films ou dans les télévisions, ils n'ont jamais fait le théâtre. Ouais. Mais quand tu travailles en anglais, c'est très commun que la personne, ils n'ont jamais embarqué sur un stage. Tout ce qu'il sait, c'est le plateau de tournage. C'est tout. Tu sais, j'ai fait, comme j'ai dit, je viens de finir un tournage. On a tourné 2 films dans 22 jours. OK. On a shooté 15 à 20 pages par jour. Ouais. Le monde, les comédiens qui ont juste fait la télévision, ils ne comprennent pas comment j'ai appris toutes les répliques dans ma tête pour 15 à 20 pages par jour. Ouais. Ceux qui ont fait le théâtre étaient là. Mais non, c'est naturel. Non, c'est bon, ça. Puis le monde, ça c'est la raison que j'adore travailler ici au Québec, parce que c'est toujours, c'est ma racine de théâtre que je reviens. Ouais. T'sais, j'aimerais faire le théâtre aussi. C'est juste que, aussitôt j'ai eu un enfant, j'ai réalisé que tu ne peux pas supporter une famille sur le théâtre. C'est pas possible. Et quel rôle t'aimerais avoir au Québec? Mettons, le rôle idéal pour Russell Ewan, ce serait quoi au Québec? Oh. Télévision, cinéma, peu importe, là. Une version de Star Trek en français, je pense. Ah ouais? Je te dis pourquoi. Parce que le genre de science-fiction, avec ce genre-là, tu peux faire n'importe quel sujet. Il n'y a rien qui est interdit. Quand je suis en train d'agrandir, il y avait juste 2 Asiatiques sur télévision. Un, Sam, sur Quincy, c'est probablement une émission que tu n'as jamais vue dans ta vie. Non, Quincy, c'est un coroner. Donc, okay. C'est l'assistant de la coroner. Deuxième, bien sûr, c'est George Takei, qui est Sulu sur Star Trek. Ouais. C'est les seules 2 personnes asiatiques que j'ai jamais vues dans ma vie sur la télévision.
Mais l'avantage avec le genre de science-fiction, c'est que, regarde, le premier bec entre un noir et un blanc, Ouais. Star Trek. Oh my God, ouais. Kirk et Uhura. Ouais. La première fois qu'ils ont parlé d'une situation gay, Star Trek. Oh my God, OK. Il y a toutes sortes de sujets. Le racisme, ils ont attaqué ça. Bien sûr, avec les aliens, là. Oh, oui. Mais ils ont attaqué ce sujet-là. Moi, j'adore la science-fiction parce que les affaires comme Doctor Who et tout ça, parce que eux autres, ils peuvent approcher un sujet qui est vraiment présent maintenant, mais c'est interdit de toucher. Mais eux autres, il y a le droit de toucher. Parce qu'on accepte la convention de la science-fiction. Exactement. Puis, il dit pas de faire ça ou ça. Ouais. Ça fait juste te faire penser, là, tu sais. Penser à ça. Puis j'adore ça. J'adore la possibilité que tu peux attaquer n'importe quel sujet. Bien sûr, tu as un peu de fun dedans aussi avec la science-fiction. Mais l'idée que tu peux vraiment faire penser le monde d'un sujet qui est important maintenant, j'adore ça. Mais tu sais qu'on a notre Star Trek-ish avec Dans une galaxie près de chez vous. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Qui n'ont pas vu ça? Ben oui. Mais tu sais qu'en ce moment, ils sont en train d'écrire le 3e film. Ah, je savais pas ça. Ah! Fait, on pourrait s'arranger pour que Claude Legault et Pierre-Yves Bernard écoutent ça. Et qui sait, peut-être qu'on verrait Russell Ewan dans une science-fiction québécoise. Ça se peut. Puis ça me fait toujours rire, les films. C'est une gang de... encore, tu vois... Oui. Quand tu regardes les films comme ça, tu vois la joie qu'ils ont. Parce qu'ils sont en train de faire quelque chose qu'ils adorent. Oui, puis aussi, c'est une gang qui ont fait l'impro ensemble. Et ça paraît. Ah oui, ça paraît tellement... Je demande des fois combien de bloopers qu'ils ont quand ils tournent des affaires comme ça. Parce qu'ils sont ensemble depuis tellement longtemps. Ouais. T'sais, il devrait avoir des bloopers que quelqu'un est en train de rire comme un fou, là, il peut pas arrêter ou quelque chose comme ça, là, mais non. Oui, les gangs comme ça, là, c'est vraiment les comédiens que je respecte beaucoup. Pas parce qu'ils sont là pour très longtemps, non, parce que c'est le type de comédien. Moi, j'ai toujours admiré les comédiens qui prennent les chances, qui restent pas dans un voie. Ouais. Tu sais, il va essayer, OK, je vais essayer le dramatique, je vais essayer la comédie, je vais essayer la science-fiction. Toute cette gang-là, ils ont tout essayé, toutes sortes de choses. Oui. Puis même je fais encore un parallèle avec les dangereux. Ils ont essayé. Ils ont essayé. Oui. Ça, on peut pas leur enlever. Ils ont essayé de sortir des archétypes puis de faire des anti-personnages aussi, des anti-castes. Oui. Puis je me souviens... quand j'ai eu le casting, puis j'arrive sur le plateau pour la première journée, oui. Je pense que j'ai dit beaucoup trop fois à Louis merci. Parce que justement, il a pris une chance. Oui. Tu sais, tu pouvais avoir le mafioso italien ou n'importe quel... Non, il a pris les Asiatiques. Puis, comme tu as dit, là, c'était tellement rare qu'on voit les Asiatiques québécois qui parlent dans les longs métrages comme ça. Puis tantôt, on parle pour parler. Tu me dis une anecdote avant qu'on enregistre. Tu me disais que tu as écouté sur YouTube la version anglaise que j'ai mise du film. Oui. C'est une anecdote savoureuse. Est-ce que tu peux nous la partager? Oui, parce que quand tu me demandais de faire ce podcast-là, j'étais là, oui, je vais le faire. J'ai écouté celle que tu as faite avec Véro, juste pour savoir... C'était quoi? C'était quoi exactement? Okay. Puis t'as dit, sur mon website, il y a la version anglaise. J'ai dit, voyons, quoi? Puis, je n'ai pas pensé à ça. J'ai dit, je vais avoir juste les bouts en anglais pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait avec ma voix. Je regarde sur YouTube la version anglaise, puis j'écoute mon rôle, puis je suis là, voyons donc, c'est moi qui ai fait ma propre voix, puis je me souviens même pas que j'ai fait. C'est savoureux, c'est incroyable. Voir que j'étais là, c'est ma voix. Et voyons donc, c'est vrai, je suis l'anglophone. Je pouvais faire la version. C'est ça, tu peux faire ta propre version. C'est malade. Et honnêtement, je sais pas pour toi quand tu l'as écouté, mais je trouve que ça sonne vraiment bien en anglais.
j'ai entendu que tu as dit ça pendant le podcast avec Véro. Donc, j'ai écouté des grosses bouts en anglais. Je pense que tu as raison. Oui, je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Il y a quelque chose, je ne sais pas c'est quoi. Il y a quelque chose de plus menaçant. Oui, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi, là. Il y a juste quelque chose. Puis ça change aussi un petit peu le style de la film. Oui. Quand tu l'écoutes en anglais, là, oui, c'est encore comédie, mais il y a des moments vraiment agressifs et noirs dedans maintenant. Oui, c'est ça. Puis on dirait que ça fait plus de sens en anglais, les moments noirs, que les moments noirs en québécois. Moi, je pensais c'était à cause que je suis une tête carrée, un anglophone, mais j'ai juste regardé, pas toutes, mais j'ai dit non, surtout moi, honnêtement, j'ai trouvé comme les scènes que je menace Marc Mercier, je trouve que ça fonctionnait beaucoup mieux en anglais qu'en français. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Fait que moi, honnêtement, là, mon rêve, là, je pense que ce serait de prendre la pochette portugaise que je t'ai montré, celle qui est comme vraiment evil, puis vraiment qui donne un autre ton au film, prends le doublage américain, mets ça ensemble, puis je pense qu'on a un tout nouveau film qui pourrait quasiment fonctionner beaucoup plus que ce qui est arrivé au Québec. Ben surtout, si tu fais ça, puis tu sors maintenant, il n'y a personne sur le côté anglophone qui va se souvenir de ce projet-là. Donc, tu peux... Je pense que je vais me partir une campagne de sociofinancement pour acheter les droits du film et dans le fond, sortir le doublage américain avec une pochette flamme en œuvre. On lance ça. Oui, mais il va faire la même chose que quand tu m'as demandé de faire le podcast. Quelqu'un veut vraiment faire ça? Qui est ça? Ah, moi, je serais prêt. Même que Stéphane Rousseau a dit que lui... S'il y avait un deuxième film, je sais pas si c'était deuxième degré comme s'il y avait c'est ce qu'il a dit ça, mais il dit que lui, il embarquerait pour un deuxième film. Ah ouais. Puis il disait aussi que ce qui l'a déçu le plus du film, c'est que il aurait souhaité que ce film-là devienne culte, un peu comme à la Rocky Horror Picture Show. Oui. Moi aussi, quand j'ai vu les critiques étaient tellement mauvais, puis quand j'ai vu les résultats de les box-office, puis tout ça, j'ai dit... Puis aussi, quand j'ai regardé le film après, j'ai dit... J'avais aussi le même rêve. J'avais le rêve que ça vient un des films cultes, soit parce que c'est tellement mauvais dans le... Parce que oublie pas que le Rocky Horror Picture Show, là, quand ça a commencé, là, ça a planté au bout. Ah, mais ça, j'étais pas au courant, mais probablement. Oui, c'était pas... Critiquement, c'était pas vraiment bien vu. Ouais. Tu sais, surtout quand tu penses à le temps et tout ça. Mais, regarde, je ne sais pas toi, mais quand j'étais dans l'école secondaire, il n'y avait pas un Halloween qui a passé sans voir ça dans le Rialto à Montréal. Ouais. Mais moi, j'ai grandi au Saguenay, fait que c'était un peu plus loin. Ouais. C'était pas... c'est pas la même chose. Le Rialto, ça n'existe pas là-bas. Mais non, moi, j'ai vu ça. Mais j'avais cette rêve aussi avec cette film-là parce que il y a des moments classiques dans cette film-là que tu peux voir le monde qui veut le faire comme le Rocky Horror Picture Show. Ouais. D'après toi, c'est quoi un moment classique? Tu dis que tu parles de ça, je veux un exemple. L'exemple que vers la fin, comme un bon exemple, vers la fin, quand Véro a perçu que c'est les deux, la mère et le père, qui essaient d'utiliser pour l'argent. Ouais. Je trouve cette scène-là pourrait être facilement refaite comme Rocky Horror Picture Show. Ah ouais? Oui, parce que t'as presque toute la caste qui rentre. Tu sais, c'est moi, les autres méchantes. Puis, je trouve que c'est un moment vraiment théâtre. Tu sais, tu peux voir le monde sur le théâtre en train de refaire cette scène-là facilement. Ah, ça, oui. Puis là, je l'imagine. Moi, j'avais une autre scène en tête. J'avais la scène la scène où est-ce que, dans le fond, Bing se fait brûler pour arrêter de prendre la drogue. Oui. Cette scène-là, pour moi, c'est vraiment une très bonne scène. Puis ça a été justement dans les critiques relayées à répétition que c'était une des scènes les plus drôles du film. Mais c'était incroyablement... Moi, je n'étais pas là pour cette journée-là, mais quand j'ai vu, je me souviens que j'ai complètement perdu le contrôle parce que c'était tellement... La façon dont c'est fait, c'est tellement drôle. Mais oui, je comprends qu'est-ce que
c'est vraiment une scène excellente. Mais dans ma tête, ça, c'est une scène que tu veux refaire pour quelque chose comme YouTube. Ouais. Mais moi, je pensais à une scène que tu peux faire sur la stage. Ah oui, OK. En face de la film. Okay. Comme ils ont fait sur Rocky Horror. De façon théâtrale. Oui, ouais, oui. En terminant, pour le podcast, je pose tout le temps la même question à tous les gens qui viennent. Est-ce qu'il y a quelque chose sur les dangereux que j'ai pas abordé, que genre t'aimerais enlever de ta tête, genre maintenant? Après ça, genre, tu vas avoir fait le tour puis t'en reparleras plus jamais. Là. Avec les balades. C'est tellement loin. C'est tellement loin. Non, il n'y a rien qui sort dans ma tête maintenant. Ouais. Non. Ah bon. Tout a été dit, dans le fond. Tout a été dit. Je pense que si je pense que la seule fois que je vais dire ça en public encore, c'est que j'avais beaucoup de rêves écrasés après Les Dangereux parce que je n'étais pas capable de rester ici au Québec puis faire mon métier ici au Québec. Donc, Russell Ewan, je souhaite de tout cœur et je vais tout faire pour que Claude Legault et Pierre-Yves Bernard entendent ça. Et je me croise les doigts pour te voir dans le 3e opus de Dans une galaxie près de chez vous. Je te dis, je vais tout faire. Russell Ewan, merci beaucoup. Merci à vous, monsieur. Merci. Vous avez écouté le Balado des Dangereux, un concept pensé, animé et produit par Marc-André Roy. L'habillage sonore a été réalisé par Dominique Hamel. Pour ne rien manquer des tout derniers développements du Balado des Dangereux, rendez-vous sur la page Facebook officielle de l'émission. C'est le Balado des Dangereux.